Nicolas Mézard, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation 2 jours après votre élection. Félicitations d'ailleurs encore. Merci. Député dans la première circonscription, ça change quelque chose par rapport à la seconde dont vous étiez le député depuis 2022? Pour la Nouvelle-Calédonie, non, puisque en fait, un député, c'est un député de la France, c'est un député de la nation, donc c'est forcément, par définition, un député de toute la Nouvelle-Calédonie. Ça va juste changer, je pense, les déplacements, parce que la deuxième circo était grande. Mais je vais quand même continuer à faire des tournées sur l'ensemble du territoire parce qu'aujourd'hui, je reste le seul député non indépendantiste. Et donc, il va falloir aller voir aussi les électeurs non indépendantistes de la seconde circonscription avec Alcide Ponga pour les tenir informés de ce qui se passe à Paris. Justement, un commentaire sur le score d'Alcide Ponga. Vous avez été déçu qu'il ne soit pas élu lui aussi? Ah, très C'était déçu. jouable dans votre circonscription, enfin dans la circonscription que vous quittez? C'était jouable, bien évidemment. Après, Alcide fait quand même un excellent score. Il fait 38 000 voix de mémoire, quand moi, je gagnais en 2022 avec 25 000 voix. Donc finalement, Alcide perd avec 13 000 voix de plus que moi en 2022. Donc il fait un excellent score, mais c'est la mobilisation exceptionnelle des indépendantistes qui fait que Alcide Ponga perd. Mais ça aurait été un excellent député. Ah, vous-même, vous avez été élu avec 52,41% des suffrages exprimés, 34 577 voix. C'est plus sérieux que vous l'attendiez ou c'est ce que vous aviez prévu? C'est ce qu'on avait prévu parce qu'on savait que les indépendantistes, avec les exactions de ces derniers mois, allaient se mobiliser à 100%. En fait, là, les indépendantistes ont fait 100% de leur voix. On l'a bien vu aux îles Loyauté, où je pense qu'il y a eu des irrégularités en termes de procédures démocratiques qui ont été faites. Mais en tout cas, on s'attendait à ce que ça se passe ainsi et que les indépendantistes fassent un très très gros score dans la première circonscription. Vous faites allusion au score de 97 à 98 ou 19% même, enregistré par Omeira Nassine. Irrégularité, ça veut dire que vous envisagez un recours? Oui, on réfléchit à ça pour faire annuler des bureaux de vote parce que ils ont poussé un peu le bouchon. Ils ont poussé un peu le bouchon, on le voit bien, c'est filmé au JT, où on voit les bulletins préparés des indépendantistes quasiment déjà mis dans les enveloppes et il n'y a plus qu'à se servir quand les bulletins Nicolas Mesdorf et François Souvier sont cachés derrière les urnes. Donc je trouve, on sait déjà que dans les bureaux 100% indépendantistes, il y a une forme d'irrégularité régulièrement, mais là, je trouve qu'ils ont poussé le bouchon. Oui. Alors, les indépendantistes qui obtiennent globalement plus de voix que les partisans de la France lors de ce scrutin. Alors, vous le dites, très forte mobilisation, mais ça vous inquiète quand même ce différentiel? Non, parce que faut pas confondre les choses. Un référendum, c'est un référendum. Une élection législative, c'est une élection législative. On vote pas pour les mêmes raisons, on vote pas pour les mêmes personnes. D'ailleurs, un référendum, on vote pas pour une personne, on vote pour un attachement à la France. C'est pas le même enjeu. Et moi, je sais qu'il y a des personnes en brousse, pour bien connaître la deuxième circonscription, non indépendantistes, qui ont voté pour Emmanuel Tjibaou parce qu'il a eu un discours très rassurant, très constructif. Certains pensaient que si on avait un député non indépendantiste, Nicolas Mesdorf d'un côté et Emmanuel Tjibaou de l'autre, ça pouvait faciliter le retour à la paix, au dialogue, à la stabilité. Donc je ne suis pas plus inquiet que ça. Après, je sais aussi, et il faut l'entendre, on ne peut pas ne pas payer les conséquences des départs des Calédoniens depuis 5 ans. On a perdu 20 000 personnes en 5 ans. Ça se ressent dans Nouméa. On voit que le taux de participation de Nouméa est le plus faible de toute la Nouvelle-Calédonie. Je ne pense pas que ça soit uniquement un manque de mobilisation de nos électeurs. Je pense aussi qu'il y a des personnes inscrites sur les listes qui ne sont plus en Nouvelle-Calédonie et qui peut-être n'ont pas fait les procurations, peut-être qu'ils sont ailleurs dans le monde. Mais on a perdu du monde et donc forcément on a perdu un peu d'électorat. Certains disent que c'est votre radicalité qui a écarté un certain nombre de gens de voter pour vous. D'ailleurs, est-ce que le report de voix s'est fait entre les électeurs de l'éveil océanien de Calédonie ensemble? Oui, enfin, ceux qui disent ça, ils ont fait 10% aux élections. Et moi, j'ai gagné. Donc, il y a un moment donné, c'est surtout ma fermeté qui m'a permis de gagner les élections, j'ai l'impression. Parce que quand on m'accuse de radicalité, j'ai plutôt envie de dire, ceux qui le disent sont ceux qui ont été accusés de renoncement et qui ont été battus très largement au premier tour. Donc je pense que dans la vie, il faut surtout avoir un peu d'humilité. On ne peut pas dire respect et humilité tous les jours et puis ne pas respecter ces deux mots. Donc, ma fermeté, c'est ce qui m'a permis de gagner, bien évidemment. Et je pense que le manque de mobilisation à Nouméa, je l'ai dit, alors il y a certainement des gens qui me trouvent un peu trop ferme et qui ne sont pas allés voter. Mais il ne faut pas sous-estimer le départ des Calédoniens. On a perdu, c'est Lisée qui le dit, 20 000 personnes en 5 ans. Je l'ai dit, je l'ai répété partout. 20 000 personnes, c'est énorme pour la Nouvelle-Calédonie. Et c'est des électeurs de ce corps électoral-là, parce que forcément, ce corps électoral intègre aussi les exclus. Et donc, oui, on a perdu des électeurs entre-temps.
Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez travailler avec Emmanuel Tjibaou à l'Assemblée nationale. Vous allez l'aider un peu à faire ses premiers pas à l'Assemblée, puisque maintenant vous avez de l'expérience. Oui, alors je vais travailler avec Emmanuel Tjibaou. Moi, je ne connaissais pas M. Tjibaou, à part de renom, bien sûr, avant cette élection. Moi, ce que je constate, c'est qu'il a un discours très modéré, très progressiste, constructif. Jusqu'à quand ça va tenir, je ne sais pas. Parce qu'on a toujours eu des interlocuteurs indépendantistes qui étaient modérés au départ et puis qui se sont fait rattraper par la patrouille. Parce que le congrès du FLNKS, parce que le bureau politique de l'Union calédonienne, parce que la base militante, voilà. Donc on va voir au fil du temps comment le discours de M. Tjibaou évolue, s'il reste dans cette dynamique-là. Évidemment que c'est possible de faire quelque chose, on ne peut pas dire le contraire. Si par contre il est rattrapé par la radicalité de l'Union calédonienne, ça va se compliquer. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle donne politique à Paris, là encore, du fait de votre expérience? Alors, c'est encore assez confus, mais quelle majorité voyez-vous? Est-ce qu'il y en a une qui va se dégager ou est-ce que ça va être complètement ingouvernable? Et vous, dans quel camp, enfin, dans quel groupe est-ce que vous allez siéger? Moi, je considère que c'est une dissolution qui n'a rien réglé parce qu'en fait, elle a aggravé la situation de l'ingouvernabilité de la France. On a 3 blocs très distincts aujourd'hui. Je ne sais pas si le président va réussir à faire un gouvernement d'union nationale entre le PS et les LR avec Renaissance au milieu. Moi, je l'ai dit, je siégerai plutôt sur la droite de l'Assemblée nationale. Les négociations sont en cours. Aujourd'hui, je pense que les groupes vont évoluer. On a jusqu'au 17 juillet pour former les groupes. Et donc, les discussions sont tendues en ce moment, enfin, sont intenses. Et un député ultramarin, ça vaut cher. Donc, Voilà. Vous êtes très sollicité. Je confirme, oui. Pas par les groupes de gauche, si c'est pour rassurer tout le monde. Et vous prendrez votre décision d'ici le 17 août. Oui, il faut me laisser aussi, je pense, le temps d'arriver à Paris, parce que c'est mieux quand on est là-bas. On sent mieux les choses, on verra bien. Mais ça sera, comme je l'ai toujours dit, sur une politique de droite gaulliste, libérale, voilà, traditionnelle. Vous partez quand d'ailleurs pour Paris? Je pars fin de cette semaine. Quels vont être vos dossiers prioritaires maintenant que vous êtes réélu? Il y a 2 urgences. La première, on l'a entendu ce matin dans les interventions de vos intervenants, les questions d'ordre public. C'est pas encore réglé quand même. Dans les quartiers populaires de Nouméa, au Mont d'Or, bien évidemment, c'est une véritable catastrophe. Et j'ai vu le Haut-Serre hier sur le sujet de Saint-Louis pour lui demander d'accélérer, on va dire, la procédure. Évidemment qu'en Brousse, c'est pas encore réglé. J'ai des messages qui arrivent de Poya notamment où on bloque les agents qui veulent se rendre sur les sites miniers de la SLN. Donc on voit que l'ordre public n'est pas rétabli. Donc il va falloir aussi rappeler des évidences à l'État. Et puis la deuxième urgence, je l'ai dit pendant ma campagne électorale, elle est économique et sociale avec une crise qui est devant nous, qui est déjà là et qui va pénaliser le niveau de vie des Calédoniens et leur pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer à l'État dans ce domaine? Alors, on va proposer à l'État, de donner les ordres qu'il faut aux énormes moyens qu'on a sur place pour que l'ordre public soit rapidement rétabli. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de faire comprendre l'état de la situation économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie, parce que je n'ai pas l'impression que Paris ait pris la mesure de l'impact de la crise sur notre économie. On a perdu 16% de notre PIB. Si demain la France métropolitaine perdait 16% de son PIB, elle ne s'en relèverait pas. Donc il faut que l'État l'entende. J'ai eu un appel téléphonique hier de Bruno Le Maire qui m'appelait pour les félicitations d'usage sur les élections. J'ai pu lui en toucher un mot. La reprise des discussions avec l'État et les indépendantistes pour la solution institutionnelle, c'est aussi à l'ordre du jour ou c'est trop tôt? Je pense que il faut rétablir l'ordre dans un premier temps, évidemment, mais après, j'imagine que le gouvernement nouvellement formé ou celui qui est en place attendait la fin des élections législatives en Nouvelle-Calédonie pour inviter les partenaires calédoniens à se réunir pour examiner comment on allait poursuivre le processus de discussion. Donc nous, on sera évidemment toujours là pour la négociation. C'est à l'invitation de l'État. On dira aux représentants, au Premier ministre que évidemment, il faut reprendre les discussions. Donc là-dessus, c'est finalement le sujet qui m'inquiète le moins entre la sécurité et l'économie, c'est-à-dire les discussions politiques. On sait qu'elles vont reprendre leur cours et on sait que ça va avancer avec le rythme parisien. Pour moi, ça, c'est quelque chose que l'État sait faire, les discussions politiques. Maintenant, ce qu'il va falloir surtout finalement réussir à faire comprendre à l'État, c'est les 2 urgences que je citais auparavant.
Nicolas Mézarov, député de la première circonscription. Merci d'être venu dans le studio. Merci.